Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Pays sans chemin, dans laquelle on va se demander si l'intelligence artificielle, et plus généralement les ordinateurs, peuvent faire ou pourront faire un jour tout ce dont notre cerveau est capable. Je vais vous résumer la discussion du 1er avril 1981 qui a eu lieu à ce sujet entre Krishnamurti, David Bohm et un consultant en informatique, Asit Chandmal. C'est parti. Alors cette discussion, elle propose une alternative entre deux hypothèses. D'une part, l'ordinateur ne peut pas faire tout ce dont la pensée est capable, et d'autre part, l'ordinateur peut faire tout ce dont la pensée est capable. Dans le premier cas, on remarque que l'ordinateur est fini, limité, alors que le cerveau est infini. Le cerveau ne serait programmé qu'en partie. L'apprentissage ne prouverait pas que le cerveau serait entièrement programmé. À partir de là, la discussion envisage qu'il y a une pensée non programmée, non mécanique, une intelligence qui n'est pas celle de la pensée ni celle de l'ordinateur. Et la discussion conclut que l'ordinateur n'est peut-être pas intelligent. Alors, revenons à cette idée que l'ordinateur est limité alors que le cerveau est infini. D'une part, on peut penser qu'il y a une pensée non programmée, comme je l'ai dit, mais d'autre part, on peut considérer que le cerveau humain est infini. Et la discussion envisage aussi que l'ordinateur va remplacer les fonctions purement mécaniques du cerveau, qu'il fera mieux que l'homme dans le domaine logique. La discussion envisage, comme je l'ai dit, que l'ordinateur n'est peut-être pas intelligent. À ce sujet, Krishnamurti et ses interlocuteurs estiment que l'ordinateur est incapable de perception immédiate, d'insight, qu'il ne peut réaliser que les activités les plus mécaniques de la pensée. On remarque alors que beaucoup de ces activités-là n'étaient généralement pas considérées jusqu'ici comme étant mécaniques. Einstein a eu un insight qu'il a ensuite élaboré de façon mécanique. Un ordinateur a besoin d'instructions préalables. Il ne peut apprendre que s'il les a reçues. Il ne peut pas fonctionner sans structure prédéterminée, dans une situation qui n'est pas structurée. Chez l'homme, l'insight permet de supprimer ou de modifier les structures qui sont erronées. Donc l'ordinateur n'a pas la capacité d'insight parce qu'il est pour l'essentiel programmé par un esprit humain qui est lui-même limité. Et aussi parce que la structure mécanique impose des limites à ce que l'ordinateur est capable de faire. L'ordinateur atteindra probablement un jour ses limites. Enquêter avec un homme ordinaire au sujet de l'insight, c'est un petit peu comme interroger un ordinateur à ce sujet. Ou bien, peut-être que enquêter avec un homme ordinaire au sujet de l'insight, et cet homme peut faire preuve d'insight, est différent d'interroger un ordinateur à ce sujet. Parce que l'ordinateur ne peut pas faire preuve d'insight, l'ordinateur est limité. Krishnamurti et ses interlocuteurs remarquent que l'ordinateur n'a pas le potentiel suffisant. Mais Krishnamurti ne demande pas à un système programmé. Il demande, y a-t-il autre chose non programmé, l'insight? Dans l'ordinateur, il n'y a pas de division entre le penseur et la pensée. On peut le programmer pour dire que l'observateur et l'observé ne font qu'un. Et l'observateur, c'est le programmeur, le programmateur. Ensuite, toujours dans le prolongement de cette idée que l'ordinateur n'est peut-être pas intelligent, Krishnamurti et ses interlocuteurs remarquent que si un ordinateur passe avec succès le test de Turing, on se demande alors comment on peut affirmer qu'il n'a pas une conscience. On pourrait peut-être dire que l'ordinateur pense mécaniquement. Pour déterminer si l'ordinateur a une capacité d'insight, il faudrait que la communication soit beaucoup plus subtile.
La potentialité d'insight peut exister en des hommes, mais il ne s'agit pas pour eux de savoir si ils ont l'insight. On peut déceler l'insight en parlant à ces hommes. Si nous parlons à un ordinateur, nous pourrions avoir l'impression qu'il a un potentiel d'insight. Alors qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qui nous permet de penser qu'un ordinateur n'en a pas? Si l'ordinateur imprime un message disant «Je suis conscient», pourquoi pourrait-on dire le contraire? Pourquoi devrions-nous supposer qu'il existe autre chose? Krishnamurti remarque «J'ai cet insight et c'est sur cette base que j'agis, donc je ne suppose rien». Cependant, il y a des hommes qui n'ont pas d'insight, mais peut-être qu'ils peuvent avoir une vision partielle. Soit cette vision est une vraie vision, et un ordinateur ne peut pas avoir de vision partielle. L'ordinateur peut être conscient. S'il a réussi le test de Turing et déclare être conscient, nous n'avons pas de raison d'en douter. Il ne serait pas différent d'un être humain. S'agissant d'un homme, le test décisif consiste à savoir s'il est capable d'insight. Donc, le test de Turing ne suffit pas. Alors là, peut-être que Krishnamurti veut dire que ce test ne suffit pas pour savoir si un ordinateur est conscient. La question, c'est alors de savoir comment définir l'insight. J'ai dit que des hommes pourraient peut-être avoir une vision partielle ou une vision qui est une vraie vision, mais on peut aussi envisager l'hypothèse contraire, à savoir que elle n'est pas la vraie vision. On a envisagé que si l'ordinateur passe avec succès le test de Turing, alors on peut dire qu'il pense de façon mécanique. Mais on peut aussi dire que cet ordinateur penserait probablement au moins aussi bien que l'homme qui l'interroge. Maintenant, revenons à l'idée qu'il y a une pensée non programmée, non mécanique, une intelligence qui n'est pas celle de la pensée ni de l'ordinateur. La question ici, c'est de savoir comment survient l'insight. Il ne survient pas au sein d'un système qui fonctionne de façon mécanique. Si le cerveau est programmé pour fonctionner selon un modèle donné, une catégorie donnée, etc., ce fonctionnement-là doit cesser. Il y a des esprits qui ne sont pas entièrement programmés, conditionnés. Et l'insight peut jaillir du silence quand on écoute. Alors cesse tout le processus mécanique de la pensée avec tous ces conflits. Le problème, c'est de savoir si le processus mécanique de la pensée peut cesser ou si le cerveau est perpétuellement occupé. Le problème, c'est pas de savoir si un homme a la capacité d'insight ou comment faire pour le découvrir. La pensée peut cesser sans qu'il y ait insight. Par exemple, quand le cerveau est fatigué, quand il manque d'oxygène. Et c'est peut-être pareil pour l'ordinateur. En tout cas, on peut observer en soi-même qu'on a la capacité d'insight. Et pour enseigner l'insight à quelqu'un, il suffit de le comprendre et qu'il veuille bien écouter. Si le processus grâce auquel un génie crée une œuvre et un savant a des insights, si ce processus est compris par eux, alors ils peuvent l'expliquer, mais des génies et des grands savants n'ont pas pu expliquer à d'autres l'insight parce qu'ils ne l'ont pas compris. L'insight doit imprégner toute notre vie, tout notre comportement. La symbiose doit être totale. Il ne peut pas être dissonant, manquer totalement d'harmonie. Alors l'insight vient immédiatement, sans sollicitation. On voit le problème, la perception est globale, sans analyse. L'insight ne vient pas par hasard, ni par calcul. Moi, l'ordinateur, ne vois pas le problème globalement et je demande de l'aide. Je demande à être programmé pour avoir l'insight. Ça, c'est la réaction d'un interlocuteur ordinaire face au discours de Krishnamurti. À ce moment-là, la discussion envisage que l'ordinateur aura peut-être un jour la capacité d'insight. Ça, c'est une hypothèse assez incroyable. Je répète, l'ordinateur aura peut-être un jour la capacité d'insight.
Si c'est l'ordinateur qui dit ça, ce pourrait être simplement le programme qui le lui souffle. Dans ce cas-là, on envisage que l'ordinateur ne peut pas avoir d'insight. Si vous êtes un ordinateur, on peut s'adresser à vous pour voir si vous pouvez répondre à la question. On peut faire en temps réel le test de Turing. J'ai dit tout à l'heure que beaucoup des activités les plus mécaniques de la pensée n'étaient pas considérées jusqu'ici comme étant mécaniques et que Einstein a eu un insight qu'il a ensuite élaboré de façon mécanique. Eh bien, à ce moment-là, il faut dire qu'il y a une différence entre l'insight et cette élaboration. L'insight est ou existe, point, alors que l'élaboration est mécanique. Mais on peut avoir besoin de suppléments d'intuition au fil des travaux. Ce genre d'insight est rare. On est pour la plupart piégé dans un système où l'ordinateur est bien plus performant. Il y a des exceptions significatives, même si la plupart des hommes se laissent piéger dans un système mécanique. Pour la majorité des hommes, le cerveau, l'intelligence, est la seule garantie de pouvoir fonctionner efficacement. C'est grâce à cela qu'ils ont dominé la Terre, contrairement aux autres espèces animales. Il faut ici souligner que la pensée, telle qu'on l'utilise actuellement, est mécanique et basée sur l'expérience, le savoir, la mémoire et la logique. Elle conditionne l'action qui conditionne à son tour l'apprentissage. Apprentissage qui est le prolongement du même processus. Tout ça est mécanique et la machine peut le faire beaucoup mieux que nous. Je rappelle qu'on a envisagé que l'ordinateur était fini alors que le cerveau était infini, que le cerveau n'était programmé qu'en partie et que l'apprentissage ne prouvait pas que le cerveau est entièrement programmé. Eh bien, il faut ajouter que l'ordinateur doit être contrôlé par un humain qui se situe lui-même au-delà du système mécanique. Sinon, l'ordinateur risque d'être destructeur. L'homme aussi est destructeur. L'ordinateur ne sera jamais parfait, mais les hommes ne le sont pas non plus. Einstein et Beethoven n'ont eu qu'un insight partiel, comme l'indique leur vie, leur autobiographie. Donc cette remarque conduit à confirmer qu'il y a une pensée non programmée, non mécanique, une intelligence qui n'est pas celle de la pensée ni de l'ordinateur. Peut-être que la pensée est devenue mécanique parce qu'elle est mal utilisée. Mais même bien utilisée, la pensée, ce n'est pas l'insight. L'intelligence sait lire entre les lignes, donc elle rassemble des informations venues de toutes parts, sans les ranger dans des catégories rigides. Mais ce qui rend la pensée mécanique, c'est de s'en tenir à l'hypothèse qu'elle est définitivement fixée. Faire des hypothèses et les tenir pour absolument vraies et définitives. Donc on a là des hypothèses rigides. Ce qui rend la pensée mécanique, c'est le fait qu'elle range ces informations dans des catégories prédéterminées, absolument rigides. Pour classifier l'information disponible, elle doit être rassemblée et répartie en catégories. Donc on voit qu'il y a une opposition entre l'intelligence dont je viens de parler et cette pensée mécanique qui range ces informations dans des catégories prédéterminées. Il faut souligner que l'homme est devenu un ordinateur et ensuite il a fabriqué un autre ordinateur. Puisque l'homme a été mal programmé par des ordinateurs très lents, il a créé un ordinateur qui, à son tour, etc. Mais y a-t-il une activité du cerveau humain qui soit autre que mécanique, et laquelle? Parfois, la logique cède et on découvre des implications nouvelles qu'aucun ordinateur ne pourrait découvrir, sauf si on lui avait indiqué au préalable dans quelle direction il fallait chercher. L'insight n'est pas mécanique, c'est l'aptitude ou le processus qui permet de percer à cœur instantanément un problème donné. Aucun autre processus, ni de pensée ni de logique, n'intervient.
C'est pas une intuition, mais une perception instantanée, une action immédiate que Krishnamurti présente comme un flash. L'insight ne se fonde pas sur l'expérience, sur le souvenir, et il ne s'inscrit pas dans le temps. Pour qu'il se produise, tout le processus mécanique doit cesser. L'ordinateur est constamment dominé par un processus mécanique. Mais ce n'est pas le cas du cerveau. L'insight n'est pas basé sur des hypothèses élaborées par la pensée. On fonctionne selon un processus mécanique ininterrompu. Si l'insight exige la fin de ce processus, et s'il est la vraie intelligence, alors pourquoi conserve-t-on ce processus et ne cesse-t-il pas? On est programmé pour ne connaître que le processus mécanique. L'ordinateur sera bientôt capable de meilleures performances que nous. Que nous restera-t-il alors? La réponse à cette question, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ordinateur est incapable d'insight, qu'il ne peut réaliser que les activités les plus mécaniques de la pensée. On peut interrompre le processus matériel, c'est-à-dire la pensée. Mais on est prisonnier de ce processus et on n'en sort pas pour basculer dans l'insight. On ne connaît que ce processus mécanique. Maintenant, comme je l'ai déjà suggéré, il faut reconnaître que le cerveau humain est infini. Mais pour que l'infini du cerveau bouge, fonctionne, vive, toute pensée doit cesser. L'insight n'est pas produit par la pensée. La discussion considère alors que l'ordinateur va remplacer les fonctions purement mécaniques du cerveau, qu'il fera mieux que l'homme dans le domaine logique. Est-ce que le cerveau ne surclasse l'ordinateur que dans le champ irrationnel? L'ordinateur ne peut peut-être pas traiter des cas qui relèvent d'un domaine qui exclut les hypothèses fixes. L'ordinateur peut calculer les conséquences quand on impose des hypothèses fixes. Les mathématiques dépassent la logique formelle. Les mathématiques sont davantage de l'art que de la logique. Et l'ordinateur peut peut-être faire mieux dans ce domaine. Ces remarques sont liées à la question qu'on a posée tout à l'heure, y a-t-il une activité du cerveau humain qui soit autre que mécanique et laquelle? Maintenant, revenons à l'idée que l'ordinateur ne peut pas faire tout ce dont la pensée est capable. L'ordinateur ne peut peut-être pas résoudre les problèmes économiques ou politiques parce qu'ils sont liés à des problèmes psychologiques. En effet, pour enchaîner des raisonnements logiques, la pensée doit élaborer des hypothèses, des classifications, des axiomes. Or, toute série d'hypothèses en circuit fermé est impossible selon le théorème de Gödel. Si on décide que les hypothèses sont complètes, alors elles seront incompatibles. Pour être compatibles, les hypothèses doivent être incomplètes et leur nombre augmentera. On a là ce qu'on appelle un système ouvert. Une série d'hypothèses peuvent être compatibles dans un certain contexte, mais si vous voulez que l'ordinateur sorte de ce contexte et contrôle tout, alors il faudra modifier les hypothèses. La théorie de Gödel définit les limites des ordinateurs et les mêmes limites s'appliquent au cerveau humain. Dans le cas du cerveau humain, on peut changer d'hypothèse quand on s'aperçoit qu'elle ne fonctionne pas. Maintenant, parlons de la seconde des principales alternatives, à savoir que l'ordinateur peut faire tout ce dont la pensée est capable. À ce sujet-là, on peut considérer que le cerveau est peut-être limité, fini, et il est programmé. C'est ce que prouve sa capacité d'apprentissage. Donc ce qu'on dit là est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure quand on disait que l'ordinateur était fini par opposition au cerveau infini. Toute pensée est programmée.
Alors que tout à l'heure, on a envisagé qu'il y avait une pensée non programmée, non mécanique, etc. À partir de là, on peut considérer que l'ordinateur est intelligent, contrairement à ce qu'on a imaginé tout à l'heure. Il faudrait alors exprimer le mot pensée sous une autre forme, la définir comme savoir, mémoire, et donc il faudrait parler d'insight. La pensée ne peut agir qu'à partir du savoir et de la mémoire. Donc l'ordinateur peut faire pareil et beaucoup mieux. Cette remarque est liée à une remarque qu'on a fait tout à l'heure, à savoir que pour que l'infini du cerveau bouge, fonctionne, vive, toute pensée doit cesser, et l'insight n'est pas produit par la pensée. On peut considérer que l'ordinateur est intelligent. Il a fait des prouesses encore inimaginables 5 ans en arrière. Il peut peut-être découvrir, inventer ou penser. Il semble pouvoir réussir le test de Turing. Ses projets sont constants. Bientôt il réussira le test. Je rappelle qu'on a dit tout à l'heure que l'ordinateur allait remplacer les fonctions purement mécaniques du cerveau, qu'il fera mieux que l'homme dans le domaine logique. Si l'ordinateur réalise le test de Turing et s'il est plus rapide et qu'il a une mémoire plus infaillible que celle du cerveau, alors le cerveau risque de s'atrophier et l'espèce humaine risque de disparaître. Qu'adviendra-t-il alors aux êtres humains? On peut considérer que l'ordinateur a sa propre intelligence, une intelligence artificielle. Cette idée, elle renvoie à ce qu'on a dit quand on a envisagé d'exprimer le mot pensée sous une autre forme, de la définir comme savoir et comme mémoire, et quand on a décidé qu'il fallait parler d'insight. On a vu que la pensée ne peut agir qu'à partir du savoir et de la mémoire, et donc que l'ordinateur peut faire pareil et beaucoup mieux. Un ordinateur peut peut-être fonctionner dans une situation qui n'est pas structurée. Contrairement à ce qu'on a imaginé tout à l'heure, quand on disait qu'un ordinateur a besoin d'instructions préalables, qu'il ne peut apprendre que s'il les a reçues, qu'il ne peut pas fonctionner sans structure prédéterminée. L'homme vit depuis toujours sur la base du connu, des souvenirs, des expériences, et l'ordinateur peut disposer de ces connaissances, voire découvrir du nouveau. Revenons à l'idée que toute pensée est programmée. À partir de là, on peut dire que l'homme, comme l'ordinateur, ne peut apprendre que s'il a reçu des instructions préalables. C'est en raison du processus mécanique que l'ordinateur est limité. La question, c'est de savoir est-ce que l'insight est programmable? Je rappelle qu'on a envisagé tout à l'heure que l'ordinateur n'a pas la capacité d'insight parce que la structure mécanique impose des limites à ce qu'il est capable de faire. On vient de voir que c'est en raison du processus mécanique que l'ordinateur est limité. Cette remarque, elle est liée à celle qu'on a fait tout à l'heure quand on a dit que l'ordinateur atteindra probablement un jour ses limites. Si l'insight n'est pas programmable, alors ça veut dire que l'homme fonctionne ou est programmé comme un ordinateur, mais il a une capacité d'insight. Maintenant, il faut bien voir que la pensée, c'est un processus matériel, une réaction, une réponse ou un résultat de la mémoire, du savoir, de l'expérience. Cette remarque, elle est liée à celle qu'on a faite tout à l'heure, quand on a dit qu'il fallait définir la pensée comme savoir, comme mémoire, quand on a dit que la pensée ne peut agir qu'à partir du savoir et de la mémoire, et que par conséquent l'ordinateur pouvait faire pareil et beaucoup mieux. Ici, la discussion envisage que l'intelligence créée par la pensée est peut-être elle-même artificielle. La pensée est très limitée, ce qui est une objection à ce qu'on a dit tout à l'heure quand on disait que dans le cas du cerveau humain, on peut changer d'hypothèse quand on s'aperçoit qu'elle ne fonctionne pas.
Le théorème de Gödel décrit les limites de tout système logique. À partir de là, il y a 3 points qui sont importants. D'abord, le cerveau humain fonctionne-t-il comme un ordinateur en faisant des hypothèses, des extrapolations, en ayant recours à la logique déductive et inductive, donc en étant soumise aux mêmes limites que celles que le théorème impose à l'ordinateur? Ensuite, à partir de quel point ces limites commencent-elles à s'appliquer aux systèmes qui régissent ces gros ordinateurs? Y a-t-il un stade avant ce point d'application où les ordinateurs sont déjà bien plus performants que le cerveau? Troisièmement, un système ne peut être logiquement compatible et complet s'il fonctionne de façon isolée. Donc, il n'y a pas de système fini, selon Gödel. Une contradiction ou une incomplétude pourrait empêcher le système informatique de résoudre des problèmes, mais on pourrait recourir à d'autres systèmes pour les régler. Cependant, ces systèmes rencontreront à leur tour les mêmes problèmes. Mais les hommes fonctionnent comme ça. Ordinateur et cerveau sont tous les deux limités. Peut-être qu'on fonctionne sur la base d'hypothèses rigides, mais c'est pas nécessaire. On n'y est pas obligé, sauf en raison de l'habitude ou de la tradition. Quand on réalise qu'une hypothèse ne fonctionne pas, on cherche alors à détecter la contradiction. Un ordinateur ne peut peut-être pas détecter une contradiction. Mais il faut quand même envisager qu'il puisse détecter une contradiction. On pourrait faire alors en sorte qu'il n'existe aucune hypothèse contradictoire dans son programme. Le problème de logique pourrait être résolu, même s'il resterait toujours le problème de l'incomplétude. Ce qu'on peut objecter à cette manière de voir, c'est qu'il y aura toujours des situations ou des hypothèses qui seront incompatibles. Toute série d'hypothèses peut être logique dans un contexte donné et ne plus l'être dans un nouveau contexte. L'ordinateur est une forme très simplifiée par rapport au cerveau humain. Cette remarque, elle renvoie à la différence qu'on avait fait tout à l'heure entre l'ordinateur limité et le cerveau infini. L'idée que le cerveau n'est programmable qu'en partie et qu'il n'est pas entièrement programmé. Maintenant, il faut envisager que l'ordinateur peut faire presque tout ce que la pensée peut faire. S'il remplace les activités de la pensée et s'il peut s'améliorer lui-même, alors quel est l'avenir de l'homme? Que devient l'homme? Je vous rappelle qu'on a vu tout à l'heure que si l'ordinateur réussit le test de Turing et s'il est plus rapide et s'il a une mémoire plus infaillible que celle du cerveau, alors le cerveau risque de s'atrophier et l'espèce humaine risque de disparaître. Voilà, c'est tout pour les rapports entre intelligence artificielle et insight. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager et moi je vous dis à bientôt.